C'est difficile la musique et la démocratie. Ça dépend comment c'est fait, qui parle avec qui écoute, qui écoute. Est-ce que c'est vraiment écouté? Est-ce que vraiment on a entendu tout ce qui s'est dit? Est-ce qu'il y a une vraie égalité? Est-ce qu'on on partage vraiment les choses? C'est-à-dire que c'est tellement fragile la démocratie que c'est un régime spécialement compliqué quand même. La démocratie et la musique, c'est une chose difficile, dit Georges Apergis. Cette chose a pourtant accompagné toute sa carrière de compositeur. Né à Athènes en 1945, dans une famille d'artistes, il n'a pas 18 ans lorsqu'il arrive en France. Bientôt, mai 68 bouleverse sa vie, comme celle d'un peu tout le monde, et pousse le jeune homme à chercher des manières de faire de la musique en rupture avec le vieux monde qui est derrière lui. Mais quelle manière, au juste? Et quel mot pour le dire? Libération? Autogestion? Égalité? Improvisation? Ou encore, justement, démocratie? Mai 68 est un tournant. Mais après, quelles expériences? Mais après, il y a eu deux choses qui m'avaient frappé beaucoup. C'était l'expérience d'Antoine Vitesse à Ivry, donc le théâtre de quartier d'Ivry. Et puis une expérience que je fais avec Peter Brook, quand il est venu à Paris, juste après l'Afrique, quand il a fait son périple en Afrique avec les comédiens. Ils sont venus au Bouffe du Nord. C'était la première année de Bouffe du Nord. Et que je suivis le travail, les exercices, enfin le travail qu'il faisait. Il a monté 3 pièces. Et on avait fait une pièce, je dis on parce que j'avais fait la musique, c'est ça, improvisée au piano. C'était une pièce sur des contes de Grimm, je crois. Donc qui était beaucoup réservé au quartier de la Chapelle, donc autour du théâtre. Et j'étais très étonné par sa façon de monter la pièce. Je crois qu'il a monté en une semaine, enfin, en faisant très confiance aux acteurs, à tout le monde. Et c'était une chose qui m'a énormément frappé parce que je trouvais ça magnifique. À la fois très libre, comme ça, et à la fois racontant vraiment l'histoire pour un public pas connaisseur de théâtre, forcément. Et donc, ça m'a donné l'idée de constituer une équipe, de travailler pour des gens, comme c'était le cas là, pour le quartier de la Chapelle, pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, qui n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma. Comment trouver un public comme ça, comment s'adresser à un public comme ça, constituer ce public-là sans qu'il y ait intermédiaire, c'est-à-dire sans qu'il y ait des critiques ou des exégètes qui viennent théoriser ou quoi. Mais juste le fait d'être là, qu'on soit là avec les comédiens, les musiciens, tous les jours, qu'est-ce que ça fait? Voilà, une équipe comme ça qui débarque dans une cité avec des HLM, tout ça. Et donc ça c'était mon projet. Donc travail sur le théâtre musical, et s'adressant à un public plutôt défavorisé, comme on dit.
C'est en 1976 que débute l'expérience de Georges Aperguis à Bagnolet, dans la banlieue est de Paris. L'atelier théâtre et musique qu'il dirige, qui bientôt devient simplement l'ATEM, fait participer des artistes aux côtés de gens du quartier, des immigrés pour la plupart. S'agit-il d'un art démocratique ou d'une démocratie artistique ? Encore aujourd'hui, le mot qui vient d'abord dans son discours est celui d'utopie. Et finalement, c'était une idée très utopiste, finalement. Ceci dit, ça a créé un petit public qui a commencé par les enfants d'abord. Et donc, ils sont venus voir un peu. Et au début, nous balançaient des cailloux, puis après, ils sont venus voir ce que c'était. Et puis, il y a les parents qui sont arrivés après, parce que, comme on faisait des ateliers avec les enfants, les parents sont venus voir. Et puis après, un public qui s'est fabriqué comme ça, de l'intérieur, quoi. La mairie communiste de Bagnolet soutient le projet, tout comme le prestigieux festival d'automne. Les spectacles ont du succès, le public vient autant de Bagnolet que de Paris, les gens du quartier sont là aussi, parfois même sur la scène, aux côtés d'une avant-garde artistique qui se cherche entre engagement et expérimentation. Tout ce monde s'entasse dans une petite salle qu'Aperguis explore de spectacle en spectacle. Pour moi, c'était très intéressant parce qu'il fallait que je simplifie mon langage beaucoup, sans mettre de l'eau dans mon vin, hein, mais que je simplifie mon langage par rapport aux interprètes aussi, parce qu'il y avait tellement de choses à faire avec le corps, avec les gestes, avec la musique, que je ne pouvais pas trop... Après, j'ai pu à nouveau complexifier, mais au début, il fallait... Au contraire, trouver la simplicité de ça, et c'est un exercice pas négligeable. Comment s'adresser au peuple sans renoncer à la complexité de son langage? La question est ancienne. Le créateur exprime sa singularité dans sa manière de s'emparer des thèmes du vivre ensemble. Par exemple, on a fait une pièce qui s'appelait Les Marchands d'Oubli, qui était une pièce qui était autour d'Antigone. Et c'était, il y a eu un atelier avec des personnes âgées où on avait raconté l'histoire d'Antigone, enfin, on avait lu les textes. Et puis eux, ils avaient immédiatement vu Antigone dans la guerre, la dernière guerre. Et donc, ils commençaient à raconter des histoires de la guerre qui pouvaient entrer dans l'histoire d'Antigone. Ça, c'était une chose. Et puis, il y avait les enfants. Donc, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient des enfants, des Maghrébins plutôt. Ils voyaient Antigone comme une espèce de super maman, ou super, je sais pas quoi, une héroïne incroyable avec je sais pas combien d'yeux, et qui traversait la mer. Donc, la mer, c'était très important entre les deux pays. Et il y avait de très belles histoires d'enfants. Avec l'histoire d'Antigone, la femme qui, au risque de sa vie, défie le tyran Créon pour ensevelir le corps de son frère, l'ATEM puise aux sources de la démocratie grecque. Cette version de Sophocle ouvre une série de pièces de théâtre musical qui interrogent le réel de manière parfois directe, parfois absurde, souvent très drôle. Et bien qu'Aperguis et son groupe bénéficient du soutien de la ville, les artistes ne s'interdisent pas de s'attaquer à la mairie de Bagnolet sous la forme d'une comédie municipale d'avant-garde. J'ai monté le bulletin municipal. La ville a été envahie par des abeilles, à un moment donné il y a eu ça, il y a eu plein de... J'ai tout pris, les gens qui protestaient, enfin bon. Et puis le discours du maire et tout ça. Et on a fait ça, c'était une espèce de vengeance de ma part par rapport aux gens de la mairie. C'était une basse-cour, en fait. Ça s'appelait la Société Adoucie. Ça, c'était bien plus tard. Alors. Mais ça parlait quand même des gens, c'est-à-dire les gens reconnaissaient de qui on parlait. Les gens de la mairie se reconnaissaient eux-mêmes. Et donc, c'était assez drôle oui, c'était assez caustique. La critique du pouvoir et la capacité de celui-ci à supporter cette critique sont des enjeux essentiels de la démocratie. Comment la mairie de Bagnolet a-t-elle alors réagi au miroir déformant que lui tendait Aperguis avec la société adoucie? Eh bien, ça a fait des petits remous quand même
d'abord le public était... Ce qui était bien, c'est que le public était au courant de tout ça, parce qu'ils avaient le bulletin municipal, donc ils connaissaient, ils avaient le livret, quoi. Ils avaient le scénario. Et donc, ils venaient voir comment on les montrait. Et ça, c'était plutôt agréable de voir ça. Puis il y avait aussi le côté... J'avais fait quand même... Il y avait un prestidigitateur qui sortait des trucs, des chapeaux, des trucs comme ça, comme les politiques font. Enfin bon, c'était un peu chargé, mais gentiment. Hein. Bon. L'expérience de la Thème s'achève en 1990, mais laisse des traces dans le travail de Georges Apergis. Par exemple, l'idée de dialoguer avec les interprètes avant de composer pour eux, de les consulter sur leurs désirs et leurs aspirations, dans le respect de leur diversité. Mais là aussi, c'est sur la matière artistique, c'est selon qui j'ai en face de moi. Par exemple, il y a plein de chanteurs différents ou plein d'acteurs différents, mais selon qui fait la chose devant moi, lui m'amène un matériau qui est lui-même en fait, ou des choses que je vois en lui que peut-être lui il ne voit pas encore, mais il faut que je l'accouche, quoi. C'est ça. Donc à partir de là, il y a un matériau qui vient, qui est unique, c'est-à-dire que si cette personne-là n'est plus là, il faut que je transpose tout ça avec quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas une transposition, il faut refaire la chose. Donc souvent, je travaille comme ça. Et finalement, après, une fois que la pièce est finie, après, quelqu'un d'autre peut la jouer. Mais pour la fabriquer, c'est les personnes qui sont là en face qui créent cette espèce d'équilibre, hein, balance, qui fait que le spectacle comme il est, pas autrement, quoi, en fait. J'ai plutôt tendance à me mettre en dessous de mon interlocuteur plutôt que de lui dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, en mettre en dessous, ça veut dire de le regarder, de l'observer, d'essayer de voir ce qu'il amène avec lui qui peut m'apprendre des choses, quoi, en fait. Et comment est-ce qu'à deux, on peut... Oui, c'est le côté égalitaire, quoi. C'est au nom de tout le monde que finalement le spectacle est comme il est. Au nom de tout le monde. C'est le principe qui guide Situation de Georges Apergis, une pièce pour 24 instruments créée en 2013 à Donaueschingen par l'ensemble Klangforum de Vienne. L'idée que j'ai eue, c'était d'arriver à faire une pièce, au contraire de pièces angoissées ou disons une critique de la société, je sais pas quoi, mais faire au contraire, faire une pièce conviviale. C'est-à-dire faire une pièce où tout le monde prend du plaisir à jouer avec les uns avec les autres. Donc, imaginez des duos, des trios, des quatuors, qui peuvent se superposer ou pas, mais en tout cas des gens qui jouent entre eux. Et donc, j'ai commencé par avoir des discussions avec chacun des musiciens pour savoir un peu d'où ils venaient, connaître un peu plus, quoi, ses goûts musicaux, cinématographiques, etc. Culinaires aussi. Et puis, peu à peu, on a continué avec l'email d'envoyer des messages, de communiquer. Et puis, j'ai commencé à écrire des petits extraits, donc des petites combinaisons entre tel musicien, tel autre, etc. Par exemple, avec les percussionnistes, sur des façons de jouer les percussions un peu différemment, tout ça. Et puis finalement, quand j'ai écrit toute la pièce, elle était déjà plus ou moins essayée par petits bouts avec les musiciens. Et donc, c'était au début, même on avait mis j'avais essayé d'échanger l'éclairage, que ce ne soit pas un éclairage concert, mais il y avait des abat-jours, des fauteuils parmi les musiciens, de faire une chose complètement conviviale, comme si c'était dans une maison. Et ça fonctionnait pas mal. C'est un côté... je pensais même au début qu'il ne fallait pas du tout qu'ils soient en représentation. Mais il fallait qu'ils se sentent libres, un petit peu comme dans le jazz. Ça arrive où les gens partent, ils reviennent, ils se tournent le dos. Enfin bon, c'est pas forcément une chose frontale où on est au garde à vous, un petit peu comme la musique classique.
Par exemple, il y a quelqu'un qui me dit, parce que je leur dis, est-ce que vous voulez dire des textes, est-ce que vous voulez... Et alors, il y en a qui disent oui. Et donc là, par exemple, c'est un observant. Donc il y a Florian, qui est un des deux pianistes, qui me dit, je voudrais parler, etc. Et Florian, il est très, très secret. Il est un peu à côté des autres, chaque fois. Au café, il est un peu à part. Il n'est pas avec les autres. Et donc, dans le concert, et c'est le pianiste qui est un peu en dehors, qui dit un texte de Canetti sur le secret, justement. Donc, où il dit en gros entre autres, hein, que la personne qui ne parle pas, qui garde son secret, prend un pouvoir sur les autres. Parce qu'on ne sait pas s'il n'est pas supérieur aux autres, on ne sait rien, puisqu'il ne dit rien. Voilà, donc ça crée un personnage, qui n'est pas un vrai personnage de théâtre, mais qui est un personnage musical un peu à part, comme ça. Et l'autre pianiste, lui, qui est donc finlandais, lui m'a dit qu'il voulait bien chanter une comptine de quand il était jeune. Donc j'ai associé ça au Célestat, donc ça fait une petite comptine. Voilà, c'est des choses qui... Après, c'est à moi de voir comment ça vient. C'est-à-dire comment construire quelque chose qui ne soit pas avec des choses comme des cheveux dans la soupe, comme ça, qui arrivent, mais comment ça peut avoir une espèce de logique propre, quoi. Das Geheimnis darf also im Schweigenden nicht vergessen sein. Situations met ensemble, dans une combinatoire effrénée, une série de fragments de musique ou de motifs, presque des petits personnages musicaux. Mais il ne s'agit pas d'une œuvre ouverte au sens où ce sont les interprètes qui décideraient de l'ordre des parties. Le compositeur fixe la séquence et écrit jusqu'à la dernière note, comme si la pièce était le cliché imaginaire d'une discussion démocratique. Il y en a qui ne voulaient surtout pas parler, par exemple, qui voulaient, par exemple, deux percussionnistes qui ont fait des choses, on a cherché des sons ensemble et qui ont trouvé des choses super. Il y a une flûtiste et une violoniste qui voulaient chanter, donc elles chantent. Ça dépend, où chacun met son point d'identité. En fait. J'essaye de faire différentes combinatoires, différents scénarios, en fait. Et c'est le plus inattendu qui m'intéresse. Donc après, le moins logique, voilà, le plus ouvert possible. Sans développer des choses, sans faire des choses linéaires. Mais au contraire, comment casser et passer d'une chose à l'autre, en zigzag. C'est ça qui m'intéresse le plus, en fait. La contrebasse a un rôle très important dans la pièce, parce que pas seulement ça commence, mais après, elle relance le débat plusieurs fois. Et quand la pièce commence à fatiguer, la contrebasse revient pour lancer tel instrument ou lancer tel groupe d'instruments, etc. Donc c'est un instrument clé, quoi. Mais ça aurait pu être un autre. Hein. Là, pourquoi c'est la contrebasse? La contrebasse relance les débats, dit Aperghis. La pièce est comme un journal des débats. Mais quel débat, au juste? Qui parle? Qui écoute? Qui écrit? Rien de tout cela ne peut être pris à la lettre, ni les pouvoirs, ni les contre-pouvoirs. Situation est une métaphore musicale de la démocratie. Elle illustre le pouvoir métaphorique de la démocratie, et aussi ses limites. Les contre-pouvoirs, il y a des instruments qui s'affirment plus que d'autres. Par exemple, les vents, les trompettes, les cuivres. C'est des instruments qui peuvent avoir beaucoup d'impact, quoi. Certaines percussions aussi. Une contrebasse ou un violoncelle,
dans ce contexte-là, ils peuvent avoir du mal à s'entendre, à se faire entendre. Donc, il y a quand même des... comment dire, si je veux garder mon côté égalitaire, il faut que je mélange tout ça d'une certaine façon. C'est pour ça que j'aime beaucoup les instruments faibles dans des rôles très exacerbés comme ça. Quand j'ai des contre-pouvoirs aussi et tout ça, c'est des conflits tout le temps. Mais c'est des conflits qui ne durent pas. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à résolution. Parfois, c'est juste là, et après, on passe à autre chose. Donc, ça fait comme des personnages, ça fait comme des... Oui, comme des valeurs différentes qui sont là dans un conflit possible. Pour moi, c'est... À la fin, il y en a marre de vivre ensemble. Disons, et que chacun se met à hurler. Ça finit par des hurlements, plus ou moins. Oui, ça finit dans une espèce de cacophonie. Voilà. On a fait des efforts, on est gentils, on a joué ensemble, on a pris du plaisir. Mais maintenant, ça suffit. Il y a souvent une volonté justement d'un fonctionnement démocratique à peu. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas tout le temps des tout petits, qu'il n'y ait pas tout le temps le 23 ou le 20 ou le 25 ensemble, mais qu'il y ait beaucoup de paroles données aux uns aux autres, plus en petite formation, en petit comité, à l'intérieur de 25. Et pour éviter d'avoir une direction et pouvoir exprimer la chose. Et en même temps, pour moi, un bon chef, c'est pas du tout contradictoire avec ça. Donc, parce qu'un bon chef laisse jouer beaucoup. Moi, je suis le peintre qui peint une société au début assez idéale pour moi, en tout cas tel que je l'imagine, avec le dialogue possible, avec le plaisir à s'écouter les uns les autres, et puis vers la fin, une espèce c'est peut-être moi qui me libère à la fin, c'est de me dire, bon, j'ai aussi mon mot à dire. C'est peut-être pour ça que ça dégénère à la fin, parce que j'en ai marre de les entendre. Situation déploie une métaphore de la communauté, depuis l'entente harmonieuse jusqu'au moment où le vivre ensemble se brise ou menace de se briser. Mais qu'est-ce qu'une situation ? Jean-Paul Sartre y voyait l'homme aux prises avec ses circonstances. Mais l'idée d'Apergis est plus simple et plus spatiale, comme l'espace public. Alto avec la flûte, l'harmonium avec... donc ça fait des situations complètement différentes, on glisse de l'une à l'autre. Qu'il s'agisse des pièces composées à l'époque de Bagnolet, de situations ou encore de sa dernière pièce sur les migrants survivant au naufrage, Georges Apergis revient toujours à la mer et aussi à sa Grèce natale, berceau de la démocratie. La démocratie dans la famille, c'était le hasard qui faisait ça, mais il faut dire qu'en dehors de mon père et de ma mère, il y avait 4 dames, donc ma grand-mère et ses 3 sœurs, qui étaient à la maison. Donc c'était pour moi une possibilité de ne pas avoir un pouvoir pyramidal seulement à la maison. C'est-à-dire qu'il y avait mon père et ma mère, mais il y avait aussi cette possibilité de m'échapper à ce pouvoir-là et pouvoir parlementer avec ma grand-mère et ses 3 sœurs. Donc
Voilà, c'était très agréable pour moi parce qu'il y avait une multiplicité de petits pouvoirs plutôt qu'un grand. Et donc pour l'enfant, je crois que c'était, en tout cas j'ai beaucoup aimé ça. Es con Sam